Este ora 11 și 24 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în aceste 2 ore ale programului de astăzi, în care vom vorbi despre Romanian Creative Week, care va veni cu forțe destul de importante, puțin după ora 12, și vom vorbi despre filozofie, pentru că zilele acestea se desfășoară la București cea de-a 2-a ediție a Philosophy Fest, un festival de filozofie adus de Editura 3, organizat de Editura 3. Astăzi, de fapt, este ultima zi a întâlnirilor. Ieri am avut marea bucurie de a asista la întâlnirea cu publicul din România a Cynthia Fleury, care vine din Franța și care este o reputată psicanalistă și filozof, profesor titular al Catedrei de Sănătate și Științe Umane de la Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris. Este și titulara Catedrei de Filozofie din cadrul grupului spitalicesc universitar de psihiatrie și neuroștiințe din Paris și de multă vreme și profesoară la École de Mines. Vine pentru că a venit să lanseze volumul Aici odihnește amarul, vindecarea de resentiment, un volum apărut în colecția Filozofii Agora a Editurii 3, a grupului editorial 3. În limba franceză, titlul original este Sigil amer, guerre du ressentiment. Cynthia Fleury, bonjour et merci infiniment de votre visite. Bonjour. Alors, bien sûr, je sais comment ça se passe quand je reçois des écrivains, mais vous n'êtes pas écrivaine et vous n'aimez pas quand vous... non, voilà. Non, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je... Non, pour le coup, ça me plairait plutôt, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Voilà. C'est dans ce sens-là. Des gens qui écrivent, que ce soit de la littérature ou de fiction ou non-fiction, je sais que quand on sort un livre et que après leur livre, il commence à être traduit dans différentes langues, ils vont reprendre la même histoire dès le début. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais certainement vous poser des questions qu'on vous a déjà posées, mais... D'abord, je voulais comprendre un peu mieux qui vous êtes et comment êtes-vous arrivé à la philosophie et à la psychanalyse, et surtout, quelle liaison entre la psychanalyse et la philosophie et le Conservatoire national des arts et métiers et cette charte à l'hôpital. Ah oui, expliquez-nous. Cher, pardon, alors, excusez-moi. Non, écoutez, en fait, tout ça est lié. Donc, tout ça est même extrêmement lié. Donc moi je suis professeur de philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Il faut savoir que les arts et métiers, c'est d'abord un lieu aussi des ingénieurs, hein. C'est une école d'ingénieurs aussi au départ et même à l'arrivée, même si aujourd'hui ce sont les techniques, les humanités techniques. Donc il y a beaucoup de sciences humaines et sociales au Conservatoire des arts et métiers, mais c'est un lieu des sciences, des techniques et des humanités. J'ai voulu, il y a très très longtemps, pour des raisons personnelles, créer une chaire de philosophie, non pas à l'université, ce qui me paraissait être une redondance parce qu'il y avait énormément de chaires de philosophie à l'université. C'est la maison principale de la philosophie. Je me disais, faisons un pas de côté pour plusieurs raisons et allons créer plutôt une chaire de philosophie dans l'enceinte des plus vulnérables, là où il se passe la vie, la mort, la naissance, les accidents, c'est-à-dire l'hôpital. Donc, en gros, de créer une chaire de philosophie vraiment au cœur de la vulnérabilité de nos vies. Maintenant, ça fait plus de 11 ans qu'elle existe et qu'elle essaime. Elle existe maintenant dans différents endroits, dans différents hôpitaux en France et à l'étranger. Et comment je suis devenue et psychanalyste et philosophe ? De manière assez simple, d'abord par un parcours personnel. Je suis entrée en analyse assez jeune, j'avais 17 ans, et je faisais un parcours très 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 intime, avec absolument mais aucune idée de devenir moi-même un jour psychanalyste. Mon premier analyste, qui s'appelait Pierre Fédida, était un philosophe aussi par ailleurs, et il me disait, Cynthia, faites avec moi, il me le disait plus tard, faites avec moi une autre thèse en psychopathologie, comme ça vous serez à la fois, vous aurez une thèse en philosophie, puis vous aurez également une thèse en psychopathologie, et puis vous serez, parce que vous allez devenir analyste, hein, c'est évident. Et j'étais mais absolument outrée en disant, mais non, en fait, je fais ce travail pas pour refaire une autre thèse, je fais ce travail pour moi, je fais ce travail parce que
Voilà, c'est une itinérance personnelle. Il ne l'entendait pas comme ça, il avait raison. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai su beaucoup, beaucoup plus tard, parce que j'ai commencé à travailler avec des collègues qui n'étaient pas issus du même champ disciplinaire que moi. Ils étaient sociologues du travail, ils étaient médecins, etc. Donc c'était ou philosophes de la médecine. Et là, voilà, là à ce moment-là, je suis devenue psychanalyste. Et en fait, si vous voulez, pourquoi c'est extrêmement lié? Parce que je reste un philosophe politique et moral. Donc un philosophe qui s'intéresse, pour le dire très très rapidement, aux affaires de la cité comme aux affaires des affects moraux qui organisent cette cité. Donc ça, je dirais, c'est toute ma capacité de compréhension du système collectif. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, tous les jours sur le divan? Ben, c'est ce même système collectif qui parle, mais au travers d'une voix. Et donc, c'est une espèce de ce qu'on appelle l'infrapolitique. L'infrapolitique, c'est une manière de rentrer dans le politique par le cœur des individus. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur le divan, les individus parlent beaucoup plus du réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine, de la crise israélo-palestinienne, des régimes délirants de post-vérité, etc., que du roman familial, papa, maman, ils parlent de ça, mais ils parlent de la névrose collective. Et comment cette névrose collective, voire même cette psychose collective, impacte leur vie. Et donc là, on voit qu'on a les deux bouts, si vous voulez. On a le côté méta, avec la réflexion théorique issue du grand champ disciplinaire de la philosophie politique, et puis on a le côté intime, directement par le vécu, par l'expérience vécue des individus. Et c'est vrai qu'on fait une boucle et moi qui travaille sur la démocratie, l'état de droit comme matrice des processus de subjectivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui m'intéresse dans la démocratie, c'est comment elle nous aide à devenir un sujet libre. De fait, quand j'écoute ce sujet dans la liberté de sa verbalisation, bien évidemment que ça me raconte quelque chose de l'état de droit. C'est vrai que, en vous écoutant, je pensais à ça, qu'ils sont là pour dire des choses qui sont vraies pour eux ou poser des questions qu'ils n'osent plus aujourd'hui poser, même si on a accès à tous les réseaux sociaux du monde, on n'ose plus s'exprimer franchement, librement, on n'ose plus dire le fond de sa pensée par peur. Et donc, chez vous, c'est un espace de liberté. C'est un vrai espace de liberté. On ne juge pas. On ne juge pas. On peut enfin dire, non pas à une machine, mais à un être humain aussi, quelque chose qui est essentiel pour soi, de très intime, et cette chose-là ne peut pas être utilisée contre soi. Ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, puisque même quand vous vous confiez, moi j'ai beaucoup de patients qui me racontent « Ah, j'ai discuté avec ChatGPT, il m'a dit ceci, il m'a dit cela ». Bah oui, mais il faut savoir que les patients vous racontent leur conversation avec ChatGPT, donc ils ont bien conscience qu'ils discutent avec une intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle trace, elle écrit tout ce qui est raconté. Donc malgré tout, il y a quand même chez certains patients des interrogations sur au fait qu'est-ce qu'on va faire de ces données quand je lui raconte les affres de mon âme. Et donc malgré tout, le vrai espace de liberté sans jugement, ça reste le lieu de la cure analytique. En lisant votre livre, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi comme une sorte d'évidence. Je ne sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux. C'est que le ressentiment vécu par le peuple en tant que collectif, c'est la chose la plus dangereuse qui peut nous arriver aujourd'hui. Alors, c'est exactement ça. C'est véritablement la grande pathologie dangereuse, la maladie. Peut-être, hélas, la maladie du siècle. J'espère que non. Mais c'est la pulsion ressentimiste, et au-delà de la pulsion ressentimiste, parce que la pulsion ressentimiste peut traverser à peu près l'intégralité des sujets, mais l'ancrage profond, durable dans le ressentiment, oui, ça c'est véritablement un absolu danger. Et on sait hélas, par l'histoire, mais aussi par la vérité de ce qui se passe aujourd'hui, que le ressentiment est un moteur sombre, violent, obscur, au sens de remettre de l'obscurité des âmes, entre guillemets, de la brutalité de ce monde dans l'histoire. Donc oui, c'est
Pourquoi j'ai voulu traiter cet objet? Parce que c'était à la fois un objet qui vient détruire les vies individuelles, donc c'est un objet analytique, c'est un objet qu'on doit traiter dans la psychanalyse parce que des individus sont mangés intérieurement par leurs ressentiments, et en même temps c'est aussi un objet politique, et là qui devient une force sombre, une force non pas une force de destruction de la justice sociale, mais en revanche une force belliqueuse qui avance pour se venger. Je voudrais qu'on place un peu le contexte du livre et puis un peu la définition du ressentiment. Et je dois vous avouer que vous avez en face de vous quelqu'un qui lutte, pas quotidiennement, mais souvent, avec différentes formes de ressentiment. Je me suis retrouvée, même je me suis posé la question, suis-je malade vraiment ou pas? Mais j'ai noté c'est intéressant. Voilà, quelques questions. Et surtout, et ça, honnêtement, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous le dire en me concernant. Je suis quelqu'un qui rumine beaucoup. Eh oui, bien sûr. Malheureusement. Bien sûr, mais nous sommes des machines à ruminer. Et c'était la phrase de Nietzsche qui d'abord définit aussi l'homme comme une machine à ruminer. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent « mais moi je rumine beaucoup, est-ce que je suis dans le ressentiment ?» Donc il faut savoir que tous les ressentimistes, entre guillemets, tous ceux qui sont dans le ressentiment ruminent. Tous ceux qui ruminent ne sont pas nécessairement dans le ressentiment. Je le dis pour rassurer ceux qui nous écoutent. Voilà, et qui se disent oups. Oups, qui se disent voilà. Je dirais que le ressentiment par rapport à la rumination, c'est subtil, mais c'est quelque chose d'encore plus hostile, d'encore plus violent, d'encore plus durable, parce qu'on peut avoir une rumination sur des choses même anecdotiques, et ça rumine et ça tourne dans notre tête. C'est pas pour ça, si vous voulez, que ça va enclencher une passion triste, mortifère. Ça va vous prendre la tête, comme on dit, voilà, et ça prend la tête, voire ça va vous prendre le ventre, comme ça. Mais c'est un grondement qui ne produit pas, si vous voulez, tous les symptômes du ressentiment. Le ressentiment, c'est qu'à un moment donné, fondamentalement, cette rumination, elle vient non seulement colorer votre vie, mais elle vient empêcher littéralement que vous vous nourrissiez de ce que la vie apporte de meilleur, dans la joie, dans l'événement, et vous allez colorer tout ce qui arrive, vous allez dénigrer tout ce qui arrive, si vous voulez. Donc le ressentiment, c'est vraiment à un moment donné comme si vous mettiez des lunettes qui véritablement empêchent toute possibilité de se nourrir extérieurement de manière positive de l'extérieur. Et donc vous commencez à produire donc, vous voyez, c'est quand même plus grave que la simple rumination de quelque chose, il m'a fait, etc. Mais il faut faire attention, quand on rumine trop, malgré tout, on est un peu dans une sorte de roue. On est un peu dans une forme d'agitation qui n'est pas du vrai mouvement et on se sent souvent piégé. Et donc, il y a quelque chose entre la rumination et le ressentiment qui travaillent ensemble et qui est cette question de comme si on construisait sa propre prison. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si à un moment donné, par un délire, on construisait une forteresse autour de soi et après on ne peut plus en sortir. Donc, mais je dirais que souvent, ceux qui sont vraiment dans le ressentiment ont basculé dans un déni, ce qui n'est visiblement pas votre cas, puisque vous me dites je me suis reconnue un petit peu. Et donc, ça, à partir du moment où on est capable de faire ce pas de côté, de faire un exercice un peu de métacognition, de se regarder en train de faire et d'être capable d'avoir un regard critique sur soi-même, tout est possible. Le ressentiment, généralement, vous perdez toute capacité critique sur votre propre agency, sur votre propre responsabilité. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis? Est-ce qu'on peut transmettre de génération en génération, de peuple en peuple, de l'histoire en histoire, à travers... voilà, parce que si on pense à toutes les guerres du monde ou à la colonisation, aujourd'hui on discute beaucoup, c'est un sujet sur lequel on discute beaucoup. Et, alors, je vais vous dire, c'est d'abord... Parce que c'est difficile de répondre à cette question définitivement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit dans l'exergue de ce livre que je défendais le fait que des patients qui sont touchés par le ressentiment peuvent en guérir. Mais sincèrement, je ne le sais pas nécessairement. Donc c'est plutôt un principe, un principe que je défends en tant que clinicienne. Parce que je me dis, si je défends
le contraire, que je ne vais pas pouvoir accompagner un patient hors du ressentiment, c'est quand même difficile à défendre de façon éthique et de façon clinique. Mais alors, c'est d'abord de l'acquis. Le ressentiment, c'est d'abord une éducation, c'est-à-dire une non-éducation à la capacité de frustration. Donc, c'est d'abord, et donc c'est pour ça qu'on se prépare une grande génération de ressentimistes. Alors que ce ne sont pas nécessairement les jeunes adolescents qui n'ont quasiment plus de capacité de sublimation. La sublimation au sens freudien du terme, c'est une capacité de différer un plaisir pour avoir une satisfaction plus grande. C'est-à-dire, je suis capable de subir une frustration, je suis capable de subir du temps long pour obtenir quelque chose qui est plus important au niveau généralement même spirituel et non pas au niveau matériel. Donc, la sublimation aujourd'hui, vous voyez bien que dans l'univers des réseaux sociaux où on fait un clic, où tout doit être obtenu maintenant, tout de suite, etc., en fait, on fait baisser la capacité chez nos enfants de pouvoir digérer le temps long. On va les rendre incapables. Donc, malgré tout, il faut l'entendre parce que on croit souvent que le ressentiment, c'est la traduction immédiate d'une injustice, et ce n'est pas du tout vrai. C'est la traduction d'une incapacité de gérer une frustration. Et cette frustration, plus on va être incapable de gérer cette frustration, plus elle va être aussi transformée en injustice pour pouvoir se victimiser et pour pouvoir expliquer qu'on n'arrive pas à dépasser cette injustice. Vous voyez le phénomène pervers. Donc c'est de l'acquis, mais à un moment donné, c'est là où la question de l'inné arrive. Pourquoi des sujets, par exemple, qui ont été éduqués de la même façon? Parce qu'il y a dans les familles, il y a des enfants qui sont à peu près éduqués de la même façon, si vous voulez. Pourquoi un tel va résister au ressentiment alors qu'un autre ne va pas y résister? C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il a génétiquement des fragilités à tel ou tel endroit, etc. On ne peut pas répondre à cette question. Donc, je vais valider le fait que c'est d'abord une passion acquise, mais malgré tout, bien évidemment, que ce que nous sommes aussi de manière inaugurale compte. Et je parle au niveau génétique. Mais vraiment, on ferait un travail considérable si on apprenait à nos enfants d'abord à activer chez eux la fonction de symbolisation. Donc, par l'éducation, on peut arriver Par l'éducation, on peut soit amenuiser la pulsion ressentimiste, soit au contraire l'aggraver. Et quand vous dites, mon Dieu, est-ce que ça se transmet? Oui, ça se transmet. Parce qu'à partir du moment où vous transmettez dans la généalogie de votre famille le ressentiment qui a été vécu des ancêtres, et puis vous lui donnez du récit, et puis vous lui donnez de la consistance, bien évidemment que vous faites des générations qui portent ce ressentiment et qui même se ressentent liées et en conflit de loyauté si elles ne portent pas ce ressentiment, voire cette haine de l'autre. Donc c'est quelque chose qui bien évidemment se transmet. C'est là que ça devient dangereux parce que du plan personnel, ça peut se transmettre à un plan collectif. Donc ce qu'on a appris par exemple à la maison, ce qu'on a entendu toute la vie à la maison ou dans notre petite communauté, à un moment donné, ça nous façonne et ça se transmet à travers nous dans la communauté dans laquelle nous rentrons. Et petit à petit, ça peut arriver. Ça fait récit pour tous. Et donc, c'est quelque chose de terrible, parce qu'en plus, on sait très bien que tout ce qui est appris dans la fenêtre d'opportunité de l'enfance, c'est quelque chose qui vient véritablement nous sculpter. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est matriciel. Donc, non, c'est un mal terrible. Et l'enjeu, si vous voulez, vraiment, c'est de faire comprendre aux individus que le ressentiment n'est pas la traduction immédiate de l'injustice ou de la souffrance, parce que c'est souvent présenté comme ça. C'est parce que j'ai souffert, c'est parce que j'ai vécu des traumatismes que j'ai un ressentiment, alors que pas du tout. Vous pouvez avoir rencontré énormément de traumatismes et ne pas produire ce délire interprétatif autour de la souffrance. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il faut savoir que demain, pour lutter contre les souffrances, pour lutter contre les injustices, parce que c'est un livre politique, ce n'est pas un livre de psychologisation, non. C'est un livre politique, de philosophie politique. Demain, pour lutter contre les injustices, ce n'est pas le ressentiment qui va nous aider, c'est la sublimation du ressentiment
qui va nous aider pour lutter et rétablir un contrat social digne de son nom. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets des situations, mais pas au niveau personnel, au niveau des communautés, je veux dire, peut-être des guerres qui sont parties de ça, d'un ressentiment qui a été transmis de génération en génération, ou ce que vous voulez. Mais des exemples concrets qui nous impactent aujourd'hui nos sociétés. Oui, bien sûr, on peut. Mais le problème, c'est que le ressentiment, si vous voulez, c'est quelque chose qui se met en place, pas la rumination, etc., pas la pulsion ressentimiste, mais le vrai ressentiment, l'ancrage dans le ressentiment, généralement, ça met plusieurs années. Donc, en fait, c'est sourd, c'est quelque chose presque de latent, d'invisible. Et donc, c'est toujours complexe de faire la phénoménologie et l'histoire de ce sentiment collectif parce qu'il commence, par exemple, si vous prenez le cas français, le ressentiment qui est en train de se mettre en place dans le peuple français, il se met comme ça en place depuis 20 ans, depuis une trentaine d'années, si vous voulez. Et c'est sans doute là, dans les moins des 5 ans, 10 ans qui sont devant nous, où il va véritablement éclater dans sa réponse collective politique, en mettant sans doute, en tant que président, une force issue de l'extrême, et notamment de l'extrême droite, a priori. Donc, si vous voulez, c'est pas simple de comprendre comment, petit à petit, vous avez eu un phénomène de ressentiment qui se met en place. Mais on va dire qu'ensuite, vous avez un phénomène de victimisation collective qu'on connaît bien. Et ce phénomène de victimisation collective, en fait, il va chercher à trouver des boucs émissaires. C'est la vieille histoire du monde. Et les boucs émissaires, on les trouve généralement à 2 endroits. On les trouve à l'intérieur de la communauté. Donc, on va aller essayer de produire du bouc émissaire à côté de soi. Ça peut être le chômeur, ça peut être le migrant, ça peut être celui qui n'est pas exactement comme soi, mais on considère qu'il me prend quelque chose, alors que... Voilà. Et puis, ce sont bien évidemment des boucs émissaires au sens d'ennemis, c'est-à-dire à l'extérieur. Et par ces 2 identifications de ce qu'on appelle les mauvais objets, on va restaurer sa communauté et donc fermer une communauté sur elle-même. Donc ça, aujourd'hui, on le voit dans différents pays, c'est les Trumpistes, c'est, à certains endroits, la Russie, c'est-à-dire c'est tous ces relents hyper nationalistes qui sont en train de se remettre en place et qui sont belliqueux. Alors, j'ai trouvé un passage qui m'a intéressé énormément parce que nous avons vécu quelque part ça l'année dernière pendant la période électorale en Roumanie. Vous dédiez un chapitre important au fascisme et je me suis arrêtée sur une citation de Wilhelm Reich. Est-ce que je peux le lire en roumain si ça ne vous dérange pas? Nu numai că Hitler și-a fondat puterea pe mase până atunci politizate, ci a reușit să-și asigure victoria legală în martie 1933 prin mobilizarea a numai puțin de 5 milioane de foști nevotanți, deci de cetățeni politici. Și spuneți aici, și Reich arată că acest apolitism revendicat nu este deloc o neutralitate sau o indiferență, ci o latență, aceea a disimulării resentimentului personal care își așteaptă momentul fără să fie conștient de această așteptare. Aceasta este ruminația care își adâncește suferința în loc să-și aprofundeze acțiunea și care de bunăvoie, conștient sau inconștient, renunță la responsabilitatea personală. Masa ia naștere în momentul în care subiecții care o constituie se dezic de propria lor calitate de subiect, când renunță plin de ranchiună la responsabilitatea pentru propriile lor vieți, când se definesc ca victime și în curând devin călăi pentru a restabili dreptatea. Malheureusement, j'ai pas Non, mais j'entends. Voilà. Donc, c'est le passage. Oui, c'est le passage sur le caractère apolitique et qui fait qu'on va renoncer petit à petit à sa responsabilité, mais surtout c'est pas une neutralité, c'est pas tout sauf une neutralité, c'est-à-dire une indifférence. Et c'est tout, voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut, parce que très très souvent les absentéistes, ceux qui ne votent pas, ceux qui en fait se considèrent comme neutres, comme sortant du système, Wilhelm Reich leur explique que très souvent c'est pour adouber
un phénomène anthropique avec un E, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est dysfonctionnel. Et généralement, ce qui a fait le lit notamment aussi du pouvoir hitlérien, ce n'est pas que ceux qui ont voté pour lui, c'est aussi tous ceux qui n'ont pas voté, si j'ose dire, et qui se sont laissés séduire par... En fait, ce qu'il faut comprendre chez Wilhelm Reich, c'est qu'il retourne la proposition de considérer que c'est toujours le dictateur qui fait plier la foule. En fait, c'est jamais comme ça que le fascisme s'impose. Le fascisme s'impose, en tout cas chez Wilhelm Reich, comme étant, avant d'être un moment historique, économique et politique, comme un moment psychique. C'est-à-dire que c'est parce que le fascisme est arrivé à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous, par la question du ressentiment, que cet individu transformé en masse va délibérément choisir un leader qui vient caresser, si j'ose dire, cette pulsion ressentimiste. Donc c'est d'abord la masse qui est responsable de choisir le dictateur, qui ensuite va créer souvent les conditions encore plus serrées de sa dictature, mais c'est la masse qui est responsable, alors que très souvent on considère que la masse est neutre, si vous voulez, et que c'est le dictateur qui l'a sculpté comme il le désirait. C'est faux, c'est parce que nous laissons entrer en nous ce poison du ressentiment que nous choisissons précisément celui qui va venir caresser notre pulsion ressentimiste. C'est ce qu'a fait Trump. Est-ce qu'on peut guérir au niveau personnel? Est-ce qu'on peut guérir au niveau collectif? Parce qu'au niveau personnel, on vient vous voir. Mais comment on fait au niveau collectif? Comment on fait au niveau collectif? Voilà, au niveau personnel, c'est long, c'est dur. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter de basculer dans un ressentiment profond. Et donc ça, c'est un travail qu'on doit faire par l'éducation, par les médias libres, par bien évidemment la mise en place d'un contrat social et d'un contrat de justice sociale bien plus équitable. Donc il faut tout faire pour pas basculer dans le ressentiment, parce qu'une fois qu'on a basculé dans le ressentiment, non, c'est très dur d'en sortir. Donc oui, je vais poser le fait comme un axiome et comme un engagement moral et clinicien de dire que oui, on peut en guérir, mais c'est long, c'est complexe et parfois il faut attendre plusieurs générations pour se sortir de ce piège. Donc la question est difficile, mais oui, il faut. Il n'y a pas d'irréversibilité, mais vous dire qu'on sort rapidement du ressentiment, non, c'est faux. Ça met énormément de temps et souvent, il faut, je vous dis, plusieurs générations pour, en tout cas au niveau collectif, se sortir de ce piège, de ce poison qui vient totalement obscurcir nos vies. Donc déjà, au niveau collectif, il faut l'identifier. Oui. Savoir qu'on est malade, déjà oui, c'est un pas. Voilà. Et ensuite, il faut trouver des astuces pour ne plus se faire avoir. Voilà, ce sont souvent plus que des astuces, c'est-à-dire ce sont des vrais choix collectifs d'éducation, des vrais choix collectifs de culture. Pourquoi ? Parce que l'éducation et la culture, si vous voulez, ce sont nos outils institutionnels pour ouvrir notre monde. Et en fait, c'est ça qui est important dans le ressentiment, c'est de produire des dynamiques d'ouverture et qui viennent nous sortir des dogmes et des certitudes et des systèmes psychotiques, des forclusions qu'on peut mettre en place. Le seul problème, c'est que l'éducation et la culture, ça peut être aussi au service d'une idéologie fascisante. Donc c'est pour ça que c'est des outils extraordinaires et en même temps dangereux s'ils sont mal utilisés. Mais en tout cas, par le soin, par la culture, par les médias libres, par voilà, tous ces outils de sublimation des affects, puisque c'est comme ça que Freud le pose, oui, on peut se protéger demain des crises ressentimistes qui viennent nous, à un moment donné, nous saisir. Y a-t-il aujourd'hui des démocraties saines d'esprit ? Alors c'est toujours compliqué parce que je dirais que dans toutes les démocraties, heureusement d'ailleurs, il y a des îlots, il y a quantité d'êtres humains, parce qu'on oublie ça. On a une tendance un tout petit peu à... Même aujourd'hui, on prend les États-Unis. Les États-Unis ont voté pour Trump, mais il y a une énorme partie des individus qui sont contre Trump à l'intérieur même des États-Unis. Et
on prend Poutine, il y a une énorme partie des Russes qui sont contre Poutine et qui tous les jours de l'intérieur se bagarrent, soit de façon très visible, soit au contraire de façon invisible pour rester en vie. Donc il faut quand même se rappeler déjà ça, que la résistance est toujours en train de se faire. Donc c'est important, qu'il y a toujours de la santé quelque part. Et donc ce qui est important, c'est d'essayer de l'identifier et d'essayer de travailler avec cela, de trouver ses alliés. Donc la réponse est oui, il existe de la santé partout à l'intérieur de toutes les démocraties et même des États autoritaires. Et donc c'est ça qu'il faut défendre. Après, de façon plus majoritaire, on a aujourd'hui des démocraties qui sont, c'est vrai, un tout petit peu plus stables. Ce sont des démocraties, on cite souvent, mais c'est pas totalement faux, l'Europe du Nord, voilà, c'est-à-dire des choses où il y a un consentement à la démocratie, où il y a un tout petit peu moins de crise institutionnelle que dans d'autres démocraties qui sont plus traversées par des pulsions ressentimistes. Je suis pour donner plus souvent la parole aux philosophes et aux psychanalystes aussi. On peut apprendre. Ce que j'adore chez vous, c'est que vous êtes très... vous n'avez pas l'air cynique du tout. Ah non, vous avez l'air très optimiste et très sereine. Alors, et ça fait du bien. Si vous voulez, je pense, responsable. C'est-à-dire que je vois à quel point, quand on est professeur, quand on est clinicien, on porte un rôle qui va bien au-delà de sa petite personne. Et ce rôle, c'est de venir à un moment donné donner des outils à ceux qui nous entourent, les étudiants, les patients. Et mon travail, c'est de leur donner les outils qui vont les aider à se maintenir dans ce monde de façon créative et de façon éthique. C'est simplement ça mon travail. Je peux échouer, et souvent j'échoue. Mais mon travail, c'est de maintenir cette exigence-là et de faire en sorte que je ne viens pas renforcer, encore une fois, le désordre du monde. Je viens au contraire essayer de l'amenuiser. Merci infiniment de votre visite aujourd'hui. J'avais encore une question, mais n'a plus le temps parce que le journal arrive tout de suite. Rendez-vous cet après-midi à la librărie Chiralina din București. Cynthia Fleury, Aici odihnește amarul, vindecarea de resentiment, a apărut în colecția Filozofii Agora a editurii 3. Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.